Bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonne journée internationale des femmes, des droits des femmes. Happy International Women's Day. Mon nom est Louisa Gréco et je suis la présidente de Business and Professional Women, BPW Montréal. Le 8 mars est une journée d'hommage aux femmes. Aujourd'hui, plus que jamais, est essentiel de célébrer les femmes pour leur travail et leur constance dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Les femmes ont assumé la plus grande partie de la charge des soins à la fois à la maison que dans les établissements de santé, la plupart du temps, dans des conditions extrêmement difficiles. La crise sanitaire mondiale a également créé de nouvelles inégalités ou creusé les inégalités déjà existantes. En raison du ralentissement de l'activité économique, les femmes ont été plus durement touchées par le chômage. Dans les ménages, la charge des soins a considérablement augmenté en raison de la fermeture des écoles. Cette surcharge a principalement touché les femmes. Également, les situations d'abus et de violence à l'égard des femmes se sont aggravées de manière disproportionnée. De plus, les femmes sont peu présentes au poste de direction pour faire face à la pandémie et à ses conséquences économiques. Et cela doit évidemment changer. Le plus grand défi mondial de ces dernières années ne peut être relevé sans tenir compte de la moitié de la population mondiale. On ne peut pas parler de reprise sans prendre de mesures efficaces contre les inégalités qui se sont creusées pendant la pandémie. Il n'est pas possible de surmonter la crise économique provoquée par l'urgence sanitaire sans le rôle moteur des femmes. Pour y parvenir, nous avons des besoins plus de femmes dans des positions de leadership. Nous avons prendre la parole et passer des paroles aux actes. C'est ce que nous avons besoin. We'll start today our event by introducing you a special guest, Daniela Kivu, Vice President Justice for National Council of Women of Canada. Daniela served as NCWC's representative to the United Nations, CSW, for the last 9 years. She's also one of Canada's representatives to the Europe, North America Regional Caucus of Women, UN NGO, CSW. Daniela will present you today a quick overview of the United Nations Commission on the Status of Women. Daniela, it's your turn. I think you are yourself. Sorry. Hello to everybody. Bonjour. Welcome to our world. February and March are the 2 months known to be the fastest and quickest moments in an activist ride. And without further ado, I will briefly introduce you to the Commission on the Status of Women. The Commission on the Status of Women first met at Lake Success, New York in February 1947, soon after the founding of the United Nations. And it must be well noted that all the 15 government representatives at the time, they were women. From its inception, the Commission was supported by a unit of the United Nations Secretariat, which later became the Division for the Advancement of Women. The CSW forged a close relationship with the ECOSOC, which was established in 1946. From 1947 to 1926, the Commission focused on setting standards and formulating international conventions to change discriminatory legislation and foster global awareness of women's issues. In contribution to the drafting the Universal Declaration of Human Rights, the CSW successfully argued against reference to men as a synonym for humanity and succeeded in introducing new, more inclusive language. The driving force among all the women of the 15 state representatives was Eleanor Roosevelt at the time. But she was not the only one. All women have equally participated to make our life better
And if you wonder what is it that we are doing, since mid-November to mid-March at the CSW, we are doing exactly what Eleanor Roosevelt is doing. Words and expressions determine our rights. This is exactly what we are negotiating. Within words and language, women's rights sometimes are a bargaining chip. And it's time for women and governments to come and work close together in partnership. As such, in 1995, the Beijing Platform for Action happened. And it was probably, and it will remain, the most important document that will advance all that is noted here below. Out of the Beijing Declaration, there are 12 areas of concern. Education and training of women. Education is essential for women to reach gender equality and become leaders of change. Women in health, violence against women, women in armed conflict, women and the economy, human rights of all women, women and the media, women and the environment. We have been working very, very hard from Canada to coast to coast to coast to all the furthest corners of the world to ensure that the Beijing Declaration is being implemented by all our governments. It is very unfortunate that at this point in time, no government has yet fulfilled the 12 areas of concern. But such as imperfection is always being human. This means that while our governments and our society are imperfect, it means they are also human. And there is always room for what? Improvement and advancement and equality and justice. This CSW will start on the 14th of March and it will finish on the 24th. Nevertheless, for us, all of us activists around the world, CSW continues at home and beyond. I wish you all an amazing International Women's Day. And I am happy to be here with you today. Back to you, Louisa. Thank you, Daniela. Thank you so much. L'origine du plaidoyer de BPW est ancrée dans son travail avec l'ONU. BPW International, que BPW Montréal fait partie, dispose d'un statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations unies. Dans les années 1940, BPW International a fait pression pour la création du CSW. BPW International s'est vu décerner aussi le certificat de messager de la paix par le secrétaire général des Nations unies. Aussi, la représentante de BPW International aux Nations unies, Esther Heimer, a été nommée la première présidente du comité ONG du CSW. Sans plus tarder, c'est maintenant le moment de vous présenter la modératrice de nos deux panels d'aujourd'hui, Tara Manji. Admise au barreau du Québec et de New York, Tara travaille comme chef d'équipe affaires juridiques chez BRP, où elle se penche, entre autres, sur des questions de gouvernance. En 2020, Tara a remporté le prix Avocat de l'année de la catégorie Pratique en contentieux, décerné par le Jeune Barreau de Montréal. Toujours prête à mettre à contribution ses connaissances, elle s'implique activement dans la communauté, notamment pour assurer une meilleure représentativité des femmes. Tara a été ambassadrice du mouvement Law Needs Feminism Because. Elle a contribué comme modératrice au colloque Leadership avec une grande L et elle est membre du réseau des jeunes femmes leaders des concertations Montréal. Née en Côte d'Ivoire et d'origine indienne, Tara croit également qu'il faut accroître la diversité dans les espaces décisionnels, au-delà de la diversité des genres. À toi, Tara. Merci beaucoup, Louisa, pour cette belle introduction. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à titre de modératrice.
We have a packed program, so without further ado, we will start with a few words from the Honorable François-Philippe Champagne, Minister of Innovation, Science and Industry. Bonjour tout le monde, and thank you to BPW Montreal for inviting me to be here with you today. Avant tout, je veux vous souhaiter une bonne Journée internationale des femmes. C'est un grand privilège pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous et célébrer cette journée magnifique. Au Canada et partout dans le monde, des femmes brillantes et influentes ont de plus en plus de rôles clés pour notre économie et pour notre société. Et c'est bien évidemment une excellente nouvelle. Que vous travaillez en politique, en sciences ou en affaires, vous amenez des perspectives novatrices et des solutions créatives qui sont des sources constantes d'enrichissement pour toutes vos organisations. I have seen it time and time again, the best leadership teams are the most diverse. And that's why we launched the 50-30 Challenge. Alors qu'on est en train de rebâtir une économie plus inclusive, plus résiliente et plus concurrentielle, le défi 50-30 sert à intégrer plus de femmes et de Canadiens sous-représentés dans les équipes décisionnelles des entreprises chez nous. Il faut s'assurer que vous puissiez participer pleinement et également à l'économie, non seulement parce que c'est la bonne chose à faire, mais aussi parce que c'est la chose la plus judicieuse à faire. Nous avons aussi lancé la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et d'autres programmes pour favoriser la participation des femmes à l'économie et éliminer les obstacles que vous pourriez rencontrer. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, bien évidemment, pour atteindre une réelle égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est encore plus vrai dans le monde des affaires. Alors, on veut vous entendre, vos idées, vos solutions pour surmonter les défis auxquels vous faites face et surtout, nous allons continuer de vous épauler et répondre présent. We know that when we invest in women and girls, we are not only helping them, but we are helping everyone. A future where all women and girls are allowed to rise and achieve their full potential will be a brighter and more prosperous future for us all. Merci encore de l'invitation. Je vous souhaite une excellente conférence et une bonne Journée internationale des femmes. À très bientôt. J'invite donc la députée fédérale d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associée des Finances, Mme Rachel Ben-Dayan, l'ambassadrice à la participation et à l'intéressement au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance et au ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Mme Agnès Bricard, Juris Doctor, co-founder Canadian Federation for Citizenship and Executive Secretary of BPW International, Mrs. Jenny Goulamali Abdullah, ainsi que la directrice exécutive Pôle Image Québec, Mme Brigitte Monod, pour ce premier échange. Welcome to each one of you, and thank you so much for accepting our invitation today. I know this is a topic that you're all invested in, one way or another. And so we'll get started right away. I do have plenty of questions for you. So allow me to start on this. So we've all seen great strides made towards gender equality in the last few years, but we all agree that there's still a long way to go. Si je peux me permettre, je vais commencer avec Mme Bricard. Oh, je vois que j'ai perdu Mme Bricard. Alors, je vais commencer avec Mme Monod. Alors, je serais curieuse de savoir comment est-ce que le pouvoir économique des femmes diffère dans votre domaine, donc le domaine des médias et du divertissement. Est-ce qu'il y a des particularités qui font en sorte que cette industrie est sujet à des inégalités exacerbées, qui créent peut-être des écarts qui sont peu présents dans d'autres industries? Alors, bonjour à tous. Merci de m'accueillir à ce panel. Avant de commencer, je vais peut-être avoir une petite pensée pour toutes les femmes en Ukraine, toutes les femmes en Russie qui osent aller dans la rue et puis toutes les femmes journalistes qui couvrent les événements actuellement. Je pense qu'elles méritent une pensée très particulière aujourd'hui. Pour répondre à votre question, le domaine des médias et du divertissement n'est pas différent des autres secteurs de l'industrie. Il y a des inégalités, il y a aussi des plafonds de verre.
En revanche, ce qui est intéressant, c'est que depuis 6 ans, des actions concrètes ont été mises en place pour réduire les inégalités, notamment pour l'accès à du financement. Il y a plusieurs, les bailleurs de fonds qui sont des organismes publics du milieu culturel, ont tous mis en place au Canada des mesures pour rétablir l'équilibre entre les projets portés par des femmes et projets portés par des hommes. Donc, ça a donné des résultats très, très concrets. Par exemple, entre 2017 et 2020, qui sont les derniers chiffres, des films qui étaient financés par un organisme qui s'appelle Téléfilm Canada, qui est l'équivalent du Centre national de la cinématographie. Donc, on est passé quand même de 37% de films réalisés par des femmes à 48% qui ont pu recevoir du financement. Les chiffres récents qui sont sortis de l'Office national du film, les chiffres sont sortis ce matin. Il y a maintenant 60% des projets qui sont faits à l'Office national du film qui sont réalisés par des femmes et plus important encore, 66% des budgets leur sont alloués. Donc ça, c'est bien important parce que c'est aussi l'accès à de l'équité en termes de financement, donc faire des projets d'envergure. Et c'est d'autant plus important que les industries du divertissement et des médias concernent tout le monde. On regarde tous des émissions de télé, des films, nos enfants jouent à des jeux vidéo. C'est très, très important dans cette sphère-là. Oui, c'est du divertissement, oui, c'est peut-être vu comme des mondes de culture et de saltimbanque, mais tout le monde a accès à ça. Donc, savoir qui sont les équipes derrière ces contenus-là, qui font les choix des histoires qui sont racontées et qui les racontent, qui les mettent en scène, ça a un gros impact s'il y a un déséquilibre dans les équipes qui sont derrière tous ces projets-là. C'était très intéressant. Je pense qu'on est tous influencés d'une manière ou d'une autre par l'industrie du divertissement. Donc, c'est sûr qu'on pourrait croire que ça ne nous concerne pas, mais au final, on est tous définitivement impactés d'une manière ou d'une autre. J'aime beaucoup quand vous dites qui raconte les histoires, puis quelles histoires sont considérées word telling. Donc, c'est définitivement pertinent. Puis j'aime l'exemple. C'est des exemples concrets, donc qui ont visiblement eu un impact. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir des réalités particulières à cette industrie, un peu comme celle dont vous parlez avec le financement, ou est-ce qu'on devrait appliquer les mêmes règles qu'à d'autres industries pour favoriser l'application des femmes? Alors, il y a quand même des spécificités à ces industries-là, notamment au niveau de la production du cinéma et de la télévision. Ce sont des industries où les femmes, où les équipes de tournage travaillent de longues heures sur de courtes périodes. Et ça a un impact beaucoup sur les femmes qui aimeraient se diriger vers ces métiers-là. Je parle des métiers vraiment de plateau de tournage, des métiers très techniques. L'année dernière, à l'automne dernier, Femmes du cinéma et de la télé, je suis sur le conseil d'administration avec tous ses homologues partout au Canada. On a sorti une grosse enquête sur l'impact sur les services de garde, en fait. Et comme on est dans des horaires de travail qui sont extrêmement atypiques, c'est vraiment un enjeu d'avoir accès à des services de garde pour ces métiers-là qui ne sont pas traditionnels. Et il y a, dans le cadre de cette enquête, plusieurs femmes ont été interrogées, sondées, et ont dit que certaines ont changé de carrière parce que c'était juste impossible de concilier leur vie de famille et les horaires atypiques de ces milieux-là. Donc oui, il y a quelques spécificités comme ça qui concernent ce milieu-là. Ils sont pas propres à ce milieu. Hein. Les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, qui font aussi des horaires atypiques, des horaires de nuit, sont confrontés aux mêmes enjeux. Mais ça fait partie des dossiers qui ont été pilotés là, à l'échelle canadienne, en tout cas, pour que les choses changent. Je comprends. Puis c'est définitivement des industries où les règles applicables devraient donc être adaptées
pour pouvoir permettre aux femmes de ne pas peut-être décider de changer de direction ou de changer de travail, comme vous le mentionnez. Mais ça reste des sujets qu'on est tous concernés là, quand on parle des garderies, Absolument. juste de manière différente. Donc, qui s'appliquent Absolument. peut-être de manière différente. C'est très intéressant. Je me retournerai peut-être vers Madame Bricard. Donc là, on a vu une perspective un petit peu de l'impact sur les femmes dans une industrie du divertissement. Si on regarde au niveau peut-être de donc, la perspective de la France avec Madame Bricard, je sais que vous êtes présidente fondatrice de la Fédération Femmes Administratrices. Alors, je serais intéressée de savoir comment vous avez perçu l'évolution de la représentativité des femmes administratrices dans les dernières années en France. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour accélérer le tout? Et peut-être juste avant de vous laisser répondre à cette question, pour le public canadien sur cet appel, peut-être faire un survol du cadre réglementaire en place en France, notamment un petit peu la teneur des lois Sauvadet, Copé-Zimmermann et l'index de l'égalité femmes et hommes en France, qui, je comprends, joue un rôle important. Et vous êtes sur mute. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités en tant que BPW France. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, j'ai créé une fédération des femmes administratrices à la suite de la loi, parce qu'en France, il faut que, enfin tout le monde le sait, on est très loi. On n'a pas du tout, comme les pays anglo-saxons, la tradition de les usages. Ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre ADN. Pour autant, les lois ont fait qu'aujourd'hui, depuis 2011, où il y a eu la première loi Zimmermann, on l'appelle d'ailleurs pour certaines, je tiens à le dire, Copé-Zimmermann, moi je l'appelle Zimmermann, parce que c'est vrai qu'en général, quand un homme fait une loi, ben, on l'appelle du nom de cet homme, et quand une femme fait une loi comme Madame Zimmermann, je trouve que c'est rendre à son honneur cette loi. Et donc, elle démarre en 2011 et elle annonce en tant que telle, pour la première fois, des quotas. Et elle parle des quotas de 40%, pas de 50%. Donc, vous voyez, déjà, on se met dans une position prudente en disant on va parler de 40% avec un horizon à 2017. Donc, vous êtes en 2011, un horizon à 2017. Pour des entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 50 millions et un effectif de 500 salariés. Donc, sur ce positionnement au niveau des seuils et au niveau des quotas, tout le monde, évidemment, à l'époque a hurlé en disant, et même les femmes, et notamment les femmes, en disant à quel titre on va être considéré comme quota femmes. Nos compétences devraient suffire. Et on leur a dit que depuis plus de 40 ans, 50 ans, on indiquait à chaque fois cette position qui était de dire que c'était la compétence qui primait. Donc, on leur a dit, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question qu'à chaque fois entre un homme et une femme, au moment où il y a le choix, comme ce sont des hommes qui décident, puisqu'ils sont dans des positions de direction, ben, en général, ils choisissent un homme parce que c'est vrai qu'ils se reconnaissent entre eux et pas spécialement à travers une femme qui ont d'autres codes, on va le dire comme ça. Donc, les quotas ont obligé quelque part à faire rentrer les femmes et aujourd'hui, on constate que là où en 2008, vous voyez, je pars en 2008, il y avait 8% de femmes dans les conseils d'administration. Au niveau du CAC 40, qui sont les grosses sociétés, donc les 40 grandes sociétés françaises, c'est facile à retenir, eh bien, on en a aujourd'hui 45% de femmes dans les conseils d'administration. Donc, vous voyez la belle progression, parce qu'il y a des sanctions aussi au niveau de cette loi Zimmermann, qui était de dire on ne pourra plus verser de jetons de présence dès lors qu'il n'y a pas le quota femmes. Donc, ça a joué. Et puis, il y a eu cette idée assez brillante d'un certain nombre de ministres femmes, qui ont dit on va faire des palmarès et on va organiser justement le classement de ces entreprises qui sont des modèles. Et donc, on a fait en sorte de publier ces classements et de montrer que justement, dans des entreprises, des grandes entreprises, eh bien, il y avait cette position femme qui était indiquée comme une position de modernisation. Voilà, on avait le sentiment que finalement, entre eux, les grands patrons du CAC 40, en dessous, nous, on a les SBF 120, vous savez, dans les cotations bourse, on a ces 120 sociétés. Également, on a vu en 2010, c'était même pas 16% de femmes en 2010, et aujourd'hui, en 2021, on voit apparaître, pareil, un 39-40%. Donc, la loi nous a servi au niveau des quotas pour inscrire les femmes dans les conseils d'administration. Et 10 ans après, je vais sauter de 10 ans, en 2021, alors on a repris une nouvelle loi en disant, le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas eu un ruissellement
des conseils d'administration vers les organes dirigeants. Donc, ce qu'on appelle, nous, des comités de direction, des CODIR. Certains peuvent les appeler COMEX, peu importe, mais on n'a pas eu ce ruissellement. Et donc, on va faire une nouvelle loi qui s'appelle la loi Rixain, toujours du nom d'une femme, qui est une députée aujourd'hui du parti présidentiel Macron, et qui a fait en sorte que justement, pareil, avec un horizon 2030, donc c'est loin, hein, on lui a reproché que c'était quand même très loin, mais elle a fait un premier pas en 2027, où elle a dit il faut au moins qu'il y ait 30% de femmes dans les instances dirigeantes pour qu'enfin on puisse avoir des femmes présidentes dans les sociétés. Voilà, ce que notre objectif, c'est d'avoir ces femmes dirigeantes dans les sociétés. Et en 2030, les 40%. Donc voilà ce qui s'est passé en l'espace de 10 ans. Donc les quotas, l'application des quotas, et Denis Rothschild vous en parlera mieux que moi puisqu'il a fait un rapport à ce sujet-là, a du sens en France. Et du coup, aujourd'hui, même les femmes les plus réfractaires à ce principe ont admis, des grandes dames, hein, Madame Elisabeth Badinter, ont admis que les lois sur les quotas ont servi réellement à mettre en place les femmes dans ce côté qu'on attendait de modernisation. J'appelle ça de modernisation parce que la mixité, c'est de la modernisation. Alors, on est allé aussi un peu plus loin, et je vais terminer là-dessus sur ma réponse, c'est qu'on a dit, attention, qu'il y ait des femmes au niveau du pouvoir, c'est essentiel. Mais nous, en France, vous savez, on a toujours des pouvoirs publics très lourds, qui ont du sens. Vous savez, l'État français a du sens, les ministères, les collectivités territoriales ont du sens. Et donc, c'est quand même un monde bien particulier. Par exemple, si vous prenez en France sur 69 millions, enfin pas tout à fait, mais 68 millions d'habitants, il y a à peu près 20 millions de salariés et il y a 5 millions du côté fonctionnaire, du côté de l'État, y compris plus d'1 million dans les hôpitaux, établissements hospitaliers, etc. On est clair là-dessus? Or, les 5 millions dont je vous parle, dont la moitié de femmes, eh bien, elles n'avaient pas la possibilité, comme nous dans le monde, on va dire dans le monde civil, privé, hein, on va parler du monde privé, elles n'avaient pas la possibilité, comme nous, d'accéder aux postes de responsabilité. Or, la décision publique chez nous est essentielle. D'accord? Donc, il y a une loi qui s'appelle la loi Sauvadet, qui a été inscrite en 2012 et qui permet, lors de chaque nomination, à faire en sorte qu'on ait au moins 40% d'accession de femmes aux postes de responsabilité dans le monde public, le monde qui gère pour nous quand même les lois, hein, qui gère ce qu'on appelle l'action publique. Donc, on a fait en sorte de se mettre à côté de ces femmes du monde public, on a fait de la transversalité, on a monté des réseaux transversaux, prenant les femmes du monde privé et les femmes du monde public pour arriver à faire cette loi aujourd'hui. Puis ensuite, durant cette décennie, on a dit l'égalité professionnelle, les rémunérations. Ça, c'est vraiment l'ADN de BPW international, puisqu'on fait cette journée Equal-PD pour ça. On s'aperçoit qu'il y a toujours ces 23% d'écart dans les rémunérations, qui montent quand même, sachez-le, à 60% quand on arrive à la retraite. Nous, c'est ce qu'on constate en France. Donc, il n'y a pas que la rémunération, c'est toutes les conséquences qu'il y a ensuite sur les retraites. Et donc, il y a une loi en 2018 qui est la loi sur l'index de l'égalité professionnelle, où on a justement des notes qu'on donne aux entreprises sur lesquelles, justement, on a dans la note, il y a plus de 40% sur les écarts de rémunération. Mais il y a une note qui vaut à peu près 15%, 15%, qui est le fait de regarder dans les rémunérations les plus hautes dans les entreprises, et ça sera pareil dans le monde public, s'il y a bien au moins 40% de femmes. Et là où la note chute à chaque fois dans toutes les entreprises, c'est sur cette position où justement on constate à chaque fois qu'il y a moins de 1% de femmes qui sont représentées dans les plus hautes rémunérations, ce qu'on appelle les 10 plus hautes rémunérations. Dans toutes les sociétés, on demande de publier les 10 plus hautes rémunérations. Alors maintenant que j'en ai fini sur ce point-là, nous, BPW France, on s'est battu pour le retour de congé de maternité parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une loi qui datait de 2006 et qui n'était pas appliquée en France par personne. Pourquoi? Parce que dans le cadre des conventions collectives, ce qu'on appelle, nous, des accords de branches professionnelles, il y a à peu près une centaine, un peu plus, de branches professionnelles en France, un peu plus, hein, mais on va le dire comme ça, mais on s'aperçoit que c'est négocié à chaque fois avec des hommes, que ce soit dans les délégations patronales ou que ce soit dans les délégations salariales, ce sont des hommes. Et le retour de congé de maternité, ça n'a pas été inscrit nécessairement dans les conventions, malgré la loi. Donc, on a fait en sorte, BPW, de se présenter devant, c'est ce que j'ai fait durant ma présidence, devant la présidente du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes,
Brigitte Grésy, de lui dire il faut que dans cet index, on puisse mettre à un moment une note sur est-ce que vous avez augmenté les femmes à leur retour de congé de maternité. Ce n'est pas une punition pour elles. Ce n'est pas pour vous non plus une punition. Il faut donner du sens à la vie. Et donc, vous allez faire en sorte que s'il y a eu des augmentations individuelles, elles puissent en bénéficier. S'il n'y a pas eu d'augmentation individuelle, elles puissent bénéficier de l'augmentation générale, mais que le retour de congé maternité corresponde, comme pour toutes les autres, réellement à se remettre à niveau. Voilà ce que nous avons fait pour BPW France. Merci. Merci beaucoup. C'est très compréhensif. Puis, je pense que ça fait quand même écho à ce que nous disait Mme Monod. Ça prend des lois, hein? Ça prend des règles en place, ça prend des mesures concrètes pour voir des impacts. Donc, on l'a vu avec les lois mises en place pour le financement au niveau de l'industrie du cinéma. Puis là, vous nous donnez plein d'exemples très concrets qui semblent avoir très bien fonctionné. Alors, je suis d'accord avec vous que certains des échéanciers sont gentils, on va dire, ou en tout cas pourraient être plus agressifs, mais on voit définitivement un impact. Je sais qu'au Canada, dans la mesure où je travaille pour une compagnie publique, il y a des règles similaires pour les compagnies publiques. Donc, il y a des règles qui ont été mises en place, entre autres pour les compagnies canadiennes constituées sous le CBCA, qui doivent avoir un certain pourcentage de femmes sur les conseils d'administration ou, le cas échéant, expliquer pourquoi ils ne s'y conforment pas. Et il y a de plus en plus de pression, comme vous l'indiquez, pour que cela se matérialise aussi au niveau de la direction. Parce que c'est vrai que si on s'en tient au conseil d'administration, on omet une partie de l'influence qu'il y a dans une entreprise. Donc, je pense qu'on va dans les bonnes directions. On est moins une juridiction qui a tendance à passer par des lois. Je sais qu'au début, c'était davantage des recommandations. Donc, c'est sûr que dès qu'il y a sanction, il y a impact. Vos exemples en parlent très clairement. Puis j'aime beaucoup le fait qu'il y a un aspect rémunération qui est considéré. Puis ça, je l'ai très peu vu au Canada. C'est bien beau d'avoir des femmes à des postes d'importance. Si elles sont toujours rémunérées de manière non égalitaire, on a toujours un problème à régler. Je vais d'ailleurs me tourner là-dessus vers Mme Benta. Oui. Juste un mot pardonnez-moi, sur les problèmes de rémunération et d'égalité professionnelle et de l'index de l'égalité professionnelle. Il a été décidé qu'il y ait une publication de cet index avec les 5 notes, puisqu'il y a 5 notes, hein, une publication sur tous les sites Internet de chaque entreprise. C'est-à-dire chaque entreprise se doit de publier la note générale plus la note sur chaque critère. Et ça a été renforcé dans le cadre de la dernière loi Rixin de 2021. Et ensuite, maintenant, dans cette loi Rixin, il est dit non seulement vous publiez sur votre site Internet entreprise, mais vous aurez à publier sur le site du ministère du Travail. Donc, ça va permettre dès lors, de nouveau, puisque ce qui doit bien s'appliquer doit bien se mesurer. Et donc, du coup, ça va permettre de nouveau de ressortir des positions claires pour qu'on puisse imaginer qu'on resserre l'écart salarial, qu'on arrive enfin à un écart qui soit égal à 0. Parce que je vous donne la conséquence, c'est la conséquence sur les retraites. Pardon d'avoir pris 3 minutes de plus pour expliquer ce point-là essentiel de publication. Non, il n'y a aucun problème. Puis je pense que c'est très important ce que vous dites, c'est l'utilisation de la compétitivité d'une bonne manière. On a souvent tendance à se comparer à d'autres compagnies, puis c'est ce qui met de la pression pour que les compagnies décident de s'améliorer. Alors là, c'est une façon ingénieuse de rappeler à nos compétiteurs, surtout dans un marché de pénurie. On a beaucoup de mal ces temps-ci à avoir de la rétention d'employés, du moins au Canada. Alors, je sais que si un employé a entre deux entreprises, avoir ces informations vraiment permettre à une compagnie de se distinguer d'une autre compagnie. Puis encore une fois, au niveau des compagnies publiques au Canada, il existe ce qu'on appelle les board games, où toutes les compagnies publiques sont notées sur leur approche en gouvernance, puis ça inclut leurs mesures de diversité, puis ça permet un petit peu de se situer comparé à d'autres compagnies. Alors, je vais me retourner vers Mme Bendayan pour savoir un petit peu du côté du Canada, justement. Quelles ont été les mesures qui ont été prises? Donc, je sais que vous avez été vous êtes présentement secrétaire parlementaire, puis vous l'avez été pour le ministre des Petites Entreprises. Et avant d'être élu député, vous étiez aussi chef de cabinet pour la ministre des Petites Entreprises. Donc, au vu de votre expérience, on aimerait vous entendre sur les programmes fédéraux qui visent à aider les femmes entrepreneurs à mieux être outillées et mieux représentées dans l'écosystème entrepreneurial. Donc, peut-être moins sur le focus sur les compagnies, mais sur l'aspect de l'écosystème entrepreneurial et notamment sur la stratégie pour que les femmes en entrepreneuriat soient mieux représentées et accompagnées par le gouvernement fédéral.
Merci beaucoup, Tara. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir me joindre à vous pour pouvoir représenter le gouvernement du Canada sur ce panel. Je suis députée d'Outremont et ici à Montréal. Et donc, toute la question entourant l'enjeu des femmes en entrepreneuriat ici au Québec et à travers le pays m'interpelle énormément, évidemment. Mais j'aimerais aussi joindre les propos de ma co-panéliste, Mme Morneau, qui a soulevé plus tôt en cette journée internationale de la femme nos pensées envers les femmes en Ukraine, les femmes ukrainiennes, les mères de famille qui sont à même de protéger leurs enfants en ce moment, mais aussi les députées femmes en Ukraine qui sont au front, qui ont pris des armes et qui sont au front en ce moment. Alors, une pensée spéciale envers elles. Alors, pour revenir à la question, Tara, et avant que j'étais élue et avant que j'étais chef de cabinet, j'étais aussi avocate chez Norton Rose ici à Montréal. Ça fait plaisir de voir la relève de juristes femmes fortes comme vous. On a certainement du travail à faire au niveau du gouvernement afin de mieux soutenir les femmes entrepreneurs. Nous sommes en ce moment seulement à 16% des PME au Canada qui sont détenues par des femmes. Je crois qu'il faut augmenter ce chiffre-là et il faut le faire pour plusieurs raisons, dont le fait qu'il a été estimé que si les femmes participaient à l'économie canadienne à la même échelle que les hommes, cela pourrait contribuer 150 milliards de dollars supplémentaires à notre économie canadienne. Alors, c'est quand même important pour plusieurs raisons. Alors, j'ai aidé à mettre sur pied, il y a quelques années, la première stratégie pan-canadienne pour les femmes en entrepreneuriat. C'était mis sur pied en 2018. Ça représente un investissement fédéral de plus de 6 milliards de dollars pour à la fois améliorer l'accès au financement, mais aussi pour permettre aux femmes entrepreneurs d'avoir le mentorat nécessaire, d'avoir l'accompagnement nécessaire pour démarrer et aussi faire croître leurs entreprises. Alors, en tant que députée maintenant et en tant que femme, je trouve que c'est très important de faire passer le mot. C'est pas tout le monde qui est au courant des programmes au niveau fédéral. Et j'aimerais peut-être juste détailler quelques aspects de ce fonds-là, de notre stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Le fonds de prêt offre jusqu'à 50 000 $ pour des entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires ou qui veulent étendre leurs activités, accéder à de nouveaux marchés à l'international, en France, aux États-Unis, à travers le monde. Il y a aussi un fonds pour l'écosystème et on oublie des fois l'importance de bien soutenir l'écosystème d'OBNL, d'organismes qui sont là pour soutenir les femmes, qui sont là pour accompagner les femmes entrepreneurs et pour vraiment offrir ce mentorat-là qu'on sait est absolument nécessaire. Pour avoir parlé à énormément de femmes entrepreneurs, je sais à quel point ce mentorat-là, l'accompagnement est crucial non seulement pour leurs entreprises, mais aussi pour leur santé mentale, de savoir qu'il y a quelqu'un là qui peut les soutenir, qui peut leur donner des conseils, c'est extrêmement important. Et le troisième volet, c'est vraiment un portail de connaissances afin de récolter, d'analyser, diffuser des données sur l'entrepreneuriat féminin. On parle souvent de ces jours-ci de l'importance de récolter du data et c'est parce que ça vient après nourrir les politiques à la fois au niveau fédéral, provincial, municipal. Et donc, on a mis ça sur pied encore une fois en 2018. C'est piloté par l'Université de Ryerson et ça ajoute quand même un volet très important à notre
stratégie au niveau fédéral. Évidemment, le gouvernement du Canada, pendant la pandémie, a fourni 8 $ sur 10 aux Canadiens, aux entrepreneurs, aux petites entreprises. Ça me fera plaisir de parler davantage de ça peut-être plus tard, mais tout ça pour dire qu'au niveau fédéral, nous sommes là à la fois pour appuyer nos entrepreneurs, s'assurer qu'ils passent à travers la crise, mais particulièrement pour les femmes en entrepreneuriat, et je trouve que c'est très important de le faire. Définitivement. Puis, je sais qu'au niveau de l'entrepreneuriat, c'est souvent perçu comme un levier pour certaines femmes de se sortir de situations parfois de pauvreté, d'avoir une flexibilité, évidemment, dans leur vie de tous les jours, une conciliation peut-être plus réaliste, travail-famille. Donc, c'est un domaine qui ne doit pas être ignoré. Puis, au Canada, il y a définitivement beaucoup de dynamisme au niveau de l'entrepreneuriat. Puis, on ne veut pas perdre les femmes comme acteurs participation à l'entrepreneuriat. Je sais que même Montréal essaie de se positionner comme une ville où on peut facilement devenir entrepreneur. Donc, d'offrir ces outils-là, c'est absolument important. Puis, BPW avait fait un partenariat avec Artistry Sud, qui était une organisation sur laquelle j'ai siégé sur le conseil d'administration, qui équipait les femmes dans les pays en voie de développement à devenir entrepreneurs. Puis, je pense que ça a donné des exemples très concrets de comment l'entrepreneuriat peut vraiment avoir un impact même sur la confiance en soi de certaines femmes qui ont besoin de prendre plus de place, puis de se faire confiance qu'elles peuvent être indépendantes financièrement, puis dépendre tout simplement de leur propre travail. Donc, absolument. Ce sont des... Absolument, j'allais juste dire, il faut aussi donner toutes les chances et aussi outiller les femmes, mais quand on y pense, c'est pas juste de leur présenter des opportunités, c'est aussi de les soutenir d'autres façons. Par exemple, les investissements que nous avions faits pour créer des services de garderie à travers le pays. On parle ici de s'assurer que les femmes ont l'option, ont cette chance de pouvoir soit démarrer une entreprise ou retourner sur le marché du travail. Ici au Québec, ça représente 37 000 places supplémentaires en garderie grâce aux investissements du gouvernement fédéral. Évidemment, nous avions déjà, en fait, on s'est basé sur le modèle que nous avions ici au Québec pour créer un programme vraiment à l'échelle du pays pour pouvoir s'assurer que les femmes ici au Canada puissent se relancer sur le marché du travail et puissent avoir ce soutien-là pour leurs familles, leurs enfants. Oui, je trouve ça intéressant que vous parliez aussi du congé de maternité puis des garderies. Là, je pense que ça demeure un sujet pertinent pour tout le monde, dans tous les pays et dans toutes les industries. Là, ça reste quelque chose qui impacte énormément la carrière de beaucoup de femmes. Je vais me tourner maintenant vers Mme Bricard. Puis, le sujet que j'aimerais apporter en ce moment, c'est vraiment l'impact de la pandémie. So I think it's clear for everyone that COVID-19 pandemic had a big impact, and Louisa mentioned it. It somehow showed additional inequalities that we were aware of, sometimes not aware of, and that there's still remaining structural inequalities that have been exacerbated during the pandemic and that we need to face. Or maybe I can actually start with you, Mrs. Bendayan. I know we've mentioned the impact of the pandemic. Can you mention how it's been in Canada and what are we doing at the federal level maybe to remediate it? You touched upon it briefly. I've heard of women leaving the workplace because of the pandemic. So I think we really want to make sure this is something that's top of mind for the government and that there are clear measures in place to face this issue. Absolutely, and thank you for raising this additional point. Obviously, we saw a number, too high a number of women leaving the workforce during the pandemic, and that was for a number of reasons. Obviously, I have a 4-year-old daughter, and so the impact of daycares and schools closing was very real on women, and in particular women who have careers and who were unable to
to readjust perhaps their work life in order to meet the needs of their families. But there are also other reasons. Women are disproportionately in sectors which were extremely affected by the pandemic. I'm thinking of our tourism industry. I'm thinking of our hospitality industry and all of our service sectors. And that was also a reality that our government had to face head on. I am, however, very pleased to report to everybody that the participation of women in the workforce is now back to pre-pandemic levels. And so women are now back in the workforce in Canada at pre-pandemic levels, which is excellent news. But we need to make sure that the gains that women in the workforce have fought for so long, 30 years or more now that we are seeing, gains for women in the workforce, we can't lose those gains. And so that is something that our government is looking at right now. And many of the measures that we put in place over the pandemic were used by women, of course. But now, how do we make sure that women have all of the tools necessary in order to adapt to the reality that is the new economy? Our economy is changing very rapidly. It is the situation in Canada, but also around the world. And so we have put in place training programs for adults that wish to change careers. We have a number of new programs in order to encourage entrepreneurship. Tara, as you mentioned before, women from different communities, marginalized communities, also new Canadians are often very interested in starting their own business. And so how can we continue to support them as they do that? And peut-être je dirais aussi un petit mot sur le fait que dans tout ce qu'on fait, on a toujours une analyse basée sur le genre pour ce qui est de l'élaboration de toutes nos politiques au niveau fédéral. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. C'est important parce que quand on était à même de discuter de nos programmes de soutien, nos programmes d'urgence pendant la COVID, il y en avait de ceux qui voulaient peut-être les arrêter il y a un mois ou deux parce qu'on est clairement maintenant dans une autre phase de cette pandémie, mais comme nous étions plusieurs, dont moi, à dire, mais écoutez, les femmes ne sont pas toutes de retour dans les secteurs qui sont durement touchés. Nous avions gardé plusieurs programmes en place pour les secteurs durement touchés, dont le tourisme, l'hospitalité et d'autres. Et ça, c'est important. La même chose quand on a vu... on a revu nos programmes, on a bonifié l'allocation canadienne pour enfants parce qu'on était très à l'affût de la situation de familles, de mères de famille, de pères de famille qui ont des jeunes enfants et donc on a bonifié cette allocation-là. Alors, je crois que ça, en tout cas, c'est important, même si on parle ici de travail qui se fait en arrière-scène, c'est très important que toutes les femmes canadiennes soient au courant. Perhaps I'll just end in saying that I'm now working on the budget with our first female finance minister, Minister Freeland. We are always putting that gender lens on all decisions that we make. And the budget itself is analyzed from a gender perspective and includes a chapter on the impact of the budget on women, something that I think many countries around the world are interested in taking up as well, and in which Canada has been shown to be a leader. So thank you very much for the question, Tara. No, you're welcome. I think those are very good examples during the pandemic, and I'm really surprised but glad to hear that we're back to the same numbers in terms of women back to the workplace. So the workforce, it's really important, and it means something was done that was right. So hopefully we don't have to lose them again in the future and then have to find ways to bring them back. We can anticipate better and make sure that they're not faced with this type of decisions. So I'm really glad that this is being looked at in the elaboration of every policy and measure that's being put in place. It goes back to what Mrs. Monod was saying, is you need to know who's behind the scene, because ultimately if you have no women around the table making those decisions,
women's impact or any consideration that a woman could bring forward will not be heard. So that's really key for me. And I might have a last question for you on this, but I'll move on just quickly to Mrs. Bricard. Donc, Madame Bricard, peut-être une dernière question pour vous. Alors, je sais qu'en mars 2020, vous avez contribué activement au lancement de GAP, Gender and Governance Action Platform, dont vous êtes membre. Alors, je comprends qu'il s'agit d'un collectif mondial de réseaux féminins et mixtes des secteurs publics et privés. Et ça a donc été créé au début de la pandémie de COVID. Mais est-ce que la mission du collectif a donc changé ou évolué suite à l'arrivée de la pandémie? Pensez-vous qu'il y a des mesures qui ont été changées compte tenu de l'arrivée de la pandémie? Alors, en ce qui concerne le réseau qui est pour la première fois, ce réseau de GAP, hein, comme on l'appelle, mais vous avez bien donné, Gender, Governance, Action, Plateforme, est un réseau actuellement qui se tourne vers l'international. C'est un réseau qui a pour particularité d'avoir des femmes du monde public et du monde privé. C'est la deuxième fois d'ailleurs, puisque la Fédération des femmes administratrices que j'avais créée également portait des femmes du monde public et du monde privé, puisque c'est les femmes du monde public qui font les lois avec les hommes. Et donc, il était normal, me semblait-il, quand vous voulez voir appliquer les lois, d'y inscrire cette transversalité. Avec évidemment le droit de réserve qui leur est propre, parce qu'on fait très attention, comme partout dans tous les pays, à reconnaître les spécificités des populations. Mais il nous semble que quand on veut aller vers la promotion des femmes, vers la gouvernance partagée, parce qu'on va encore plus loin avec ce réseau, on parle de gouvernance partagée. Nous, par exemple, on dit en France que s'il y avait eu des femmes à la tête des postes de direction du ministère de l'économie, eh bien, on n'aurait peut-être pas eu les gilets jaunes. Hein, ces fameux gilets jaunes qui ont complètement perturbé il y a 2 ans notre économie. Parce qu'on sait que dans les décisions publiques, c'est toujours les hommes qui ont cette possibilité d'amener des lois. Donc, nous, on se dit qu'inscrire les femmes dans la décision publique est essentiel. Et c'est pour ça qu'on veut, dans ce réseau, y apporter femmes publiques et femmes du monde privé. Une fois qu'on s'est dit ça, dont l'objectif, c'est quand même la gouvernance partagée, on se tourne vers l'international. Donc, ce réseau-là est en train de s'appuyer, notamment grâce à BPW International, qu'on soit clair, hein, à ce grand réseau. On s'appuie sur vous parce qu'on sait justement ce qu'est ce grand réseau de BPWN. Donc, on s'appuie sur vous. Qu'est-ce qu'on y fait également dans ce réseau? Justement, vous parlez du monde entrepreneurial au niveau de Madame la députée de votre pays. Nous, on avait démarré il y a plus de 20 ans en France sur ce problème-là. On avait constaté qu'il y avait 10% de femmes créatrices. On en a aujourd'hui, pour ainsi dire, 40%. Pas tout à fait, hein, on tourne à 35-40%. Et donc, on a demandé, je vous donne un exemple clair, qu'on va poursuivre dans ce réseau-là, mais on a demandé, il y a à peine 2 ans, on a une banque publique d'investissement. Vous savez, une banque qui permet d'orienter les fonds publics vers notamment l'entrepreneuriat, vers l'innovation, par exemple, vers le crédit d'impôt recherche, etc. Cette banque publique d'investissement, on lui a demandé ce qu'on appelle de cibler les fonds publics vers le genre, de faire en sorte que justement, quand on constate qu'il y a, comme chez vous, 20-30% de femmes, eh bien, on puisse dire on oriente les fonds publics pour remettre à niveau et faire en sorte qu'on ait 40 et 50% de femmes entrepreneuriales. Alors, on a trouvé un terme, qui est un peu un néologisme, peu importe, qui s'appelle l'égaconditionnalité. On a trouvé un terme qui est venu, d'ailleurs, qui a été créé par le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, qui est d'amener les fonds publics vers justement ces politiques publiques qui consistent à dire si on constate qu'il y a justement un problème dans l'entrepreneuriat, eh bien, on va cibler évidemment plus fortement les fonds. On est allé plus loin, on a dit qu'au niveau des universités, on n'avait pas assez de femmes ingénieures, ou au niveau des grandes écoles, on n'avait pas assez de femmes ingénieures, on tourne autour de 20% qui sortent et on veut arriver à 40%. Eh bien, on va faire en sorte que les fonds publics qui financent les écoles, qui financent les universités, chaque année, on nous retourne, on nous restitue les chiffres qui permettent de dire oui, nous avons mis les fonds publics au service de plus de recrutement, plus de coaching, plus de mentoring, plus d'accompagnement
pour amener plus de femmes ingénieures. Donc, remettre à niveau les choses. Donc, on l'a appelé en France léga conditionnalité. Donc, ça, c'est un objectif qu'on fait en sorte de poursuivre dans ce grand réseau. Également, on s'est dit qu'au niveau des différentes lois, on avait trop de seuils. Vous voyez, par exemple, la dernière loi Rixin, pour qu'on ait dans les instances dirigeantes 40% de femmes en 2030, 30% en 2027, mais on constate que c'est pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Or, nous, quand on est dans la loi Zimmermann, vous avez parlé tout à l'heure de 500 salariés, mais il y a une ministre femme qui s'appelait Nadja Belkacem, qui s'appelle Nadja Belkacem, pardonnez-moi, qui est toujours là, qui est une loi de 2014. Elle a abaissé le seuil à 250 salariés. Donc aujourd'hui, c'est 250 salariés. Et donc, du coup, on a dit, pourquoi on ne va pas, enfin, nous, c'est notre demande de GAP, c'est de dire pourquoi on n'harmonise pas les seuils. Donc, on demande au niveau de la loi Rixin qu'on redescende le seuil à 250 et qu'il ne reste pas à 1000. À quel titre, au niveau des instances dirigeantes, on n'imagine pas d'avoir les 250. Voilà ce que l'on prévoit dans nos objectifs. On a aussi en France un retard par rapport la fameuse, ce qu'on appelle budgétisation sensible au genre. Vous savez, je ne sais pas comment vous l'appelez, voilà, au niveau des anglo-saxons. Nous, on l'appelle budgétisation sensible au genre. Mais au niveau de, quand on est à l'ONU, on entend bien parler de ça. Donc, nous, on a beaucoup de retard en France et à travers de GAP, on va faire en sorte qu'il y ait une meilleure application. Par exemple, au niveau des collectivités territoriales, au niveau de l'État, pour faire en sorte aussi de faire une bonne application de cette égalité professionnelle. En ce qui concerne la pandémie, donc pour revenir à votre question, on a fait en sorte de dédier des fonds, justement, à des femmes qui en avaient le plus besoin. Mais on n'a pas constaté, en dehors des femmes, vous savez bien, en monoparentale, qu'on soit clair, puisque là, ça pose un réel problème. On est aujourd'hui quand même presque à 40% de femmes en monoparentale, j'exagère, c'est 35, un tiers. Ça posait un réel problème d'être seule avec cette pandémie, avec les enfants. Donc, il y a eu des fonds qui ont été dédiés. Mais on a fait en sorte quand même de les dédier, entre guillemets, aussi un peu à tout le monde, parce que nous, on a été le pays où on a le mieux servi au moment de la pandémie les entreprises et les salariés. Par exemple, les salariés, on a fait en sorte qu'ils soient payés par les employeurs. Totalement, le maintien du salaire. Après, on a considéré qu'on devait descendre à 90%, puis après à 80%, mais on est resté, il y a des employeurs. Voilà, on a des employeurs, moi j'ai des tas d'employeurs qui ont maintenu les 100%. Donc pendant les 2 ans de pandémie, tous nos salariés en France ont été maintenus avec le maintien du salaire. Donc ça, c'est essentiel. Et en plus, pour tous les travailleurs indépendants qui n'étaient pas salariés, parce qu'il y a quand même du monde qui ne sont pas salariés, on a pu donner, je pense à des taxis, vous voyez, par exemple, tout petit, on a pu donner jusqu'à 10 000 € par mois. Okay. Vous les avez accompagnés. Donc, on a fait en sorte, hommes-femmes, qu'on soit clair, de mettre des positions au niveau des fonds publics lourds, des vraies politiques lourdes. Et pour les femmes monoparentales, on a fait en sorte d'orienter, de cibler les fonds vers elles. Voilà. Mais ce n'est pas une politique propre à de GAP au niveau de la pandémie. C'est plus au niveau des pouvoirs publics qu'il y a une réflexion pour l'ensemble de la population. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on est très endetté, mais personne n'a perdu son emploi, personne n'est ruiné. Un choix de société. On a connu en 1929, quoi, qu'on soit clair. Et chaque pays, j'ai vu, au niveau de la planète, a fait en sorte aussi, mais quand même, on constate que c'est la France qui a le mieux servi ses salariés, ses patrons, ses artisans, ses travailleurs indépendants. Avec le Canada. Bien sûr, Madame la députée, vous avez raison. Merci beaucoup pour tous ces exemples du travail important que fait de GAP. Je pense qu'on voit plein de mesures que vous mettez de l'avant, puis j'espère sincèrement que plusieurs de ces mesures seront adoptées. I'm going to turn to Mrs. Abdullah. So, Jenny, you've been working actively with BPW, and we've heard Mrs. Bricard talk about the impact BPW France had. And Sarah, je pense que ton micro, on ne t'entend plus. Allô, allô? Moi, je ne t'entends pas, toi. Vous m'entendez? Oui.
Parfait, je vous entends aussi. On va y arriver. Sorry, Jenny. So I was turning to you, and I think here I see an example where civil society plays a very important role. So the government can do only so much, and no offense to any government, to France or Canada, but I think we have civil society organizations that can really play a role in bringing forward some initiatives and being there to support some of the measures that really need to be put into place. So I know you've been at the leadership level of BPW locally, nationally, and even internationally over the last few years. And that obviously means that this organization and its mandate resonates with you. So I'd like to know what's so special about it and why is it different from other international women's organizations? And more importantly, how can women recovering from the pandemic benefit from what BPW has to offer? Thank you very much, Tara. Merci beaucoup. I see a lot of passion. You know, we all have so much to contribute, and my absolute hats off to BPW Montreal. I commend you for putting this event together to bring the voices from all places, whether it's, you know, leaders in government, businesses, civil society. It's so important to have these conversations. And I think, you know, yes, BPW Montreal should be commended for hosting this event today. I know there are a lot of events that you are hopping and in and out of. So absolutely taking this moment to thank BPW Montreal. You know, it has been an absolute pleasure to serve in my roles at the different levels of BPW. What is so unique about BPW is that it welcomes women from all industries, from all sectors, and all professions. This in itself, I believe, is diversity at its best, because there exists a wealth of expertise, a wealth of knowledge. And whether you are a trades worker or a woman in STEM, let me tell you, you can find very easily the things that you have in common with one another when we sit around the table together. This diversity exists not only in our occupations, but in age too. I should mention that our youngest member at one time, when I served as national president of BPW Canada, was 10 years old with a smart business idea. And of course, our most established members have reached close to 100. This allows for generations to interact, to mentor, to bond with one another in ways that are very unique to this organization. Now, of course, with over 25,000 members across the globe and in more than 5 continents and in over 100 countries, diversity can also have its challenges. We have all seen the level of intolerance born from the pandemic itself. This partisanship has absolutely no place in our organization. Its mandate is focused on improving conditions for all women, and that is what unifies us. I should mention that I was the first Muslim and the first woman of color to lead BPW Canada as president during Canada's sesquicentennial. It was not easy. Even in Canada, we can do better to bridge gaps between the English and the French, the East and the West, and between generations. These are not unique to Canada, though. In fact, globally, we witness these types of tensions. Now, add to this mix the issue
impacting, or the issues impacting disabled women, senior women, Indigenous women, and immigrant women, and you really get the complexity of the rising differences. I didn't even mention race and religion, but I do firmly believe that BPW globally is positioned to engage in these very tough and uncomfortable exchanges in a manner that is professional and very specialized. So no matter what our diversity is, and I see this so present in our membership across the globe. And for those of you that are new to BPW, it was our organization that lobbied for the formation of CSW. In fact, the first chair of NGO CSW was our member, Esther Heimer. We not only have consultative status that thousands of organizations have, it is actually general consultative status, which only less than 150 organizations have, and we acquired it in the 1940s. This means we actually have longer statements to deliver on the floor, and that means our voice has profound influence. Now, BPW's history and legacy, it's quite impressive for perhaps another session and another time, but I would really highly encourage, especially members, to spend more time exploring BPW's rich history. Thank you, Tara. You're welcome. I think that's very helpful for everyone who doesn't know well the organization, and even people who do. I mean, I'm a member, but I'm still learning every day about the work that BPW does. And I think it's really interesting to see that we have the platform and that we can have an impact in very, very important spheres where being a member might be a privilege. So definitely relevant. And maybe following up on what you mentioned about the CSW. So we're preparing to go into the CSW 66 for the next 2 weeks. And I mean, you might wonder how you can prepare yourself for it, right? It's going to be about 10 business days. But the truth is many women are working and will not be able to take 10 business days off to attend the discussions and the events of CSW. So how can these women prepare for it and just find ways to recalibrate and reposition themselves for a faster recovery of an industry and an economy that should be more inclusive? Thank you, Tara. That's a really important question because, you know, even after today's session, it's not over. This is work that we need to do every day. This is not something we can solve in 2 weeks. What we do know is that women are exhausted. Literally, they are exhausted. They have not just been left behind during the pandemic. They've actually made huge sacrifices at the cost of their own well-being, their health, both physical and mental, as well as the financial setbacks. They've left them in a state of vulnerability. The way forward is for women to first look after themselves. This is not selfish. It's absolutely vital. It's essential. We cannot be there for our partners, our children, our families, our clients, our colleagues, and others in our communities if we ourselves are engulfed in crisis. The pandemic has shown us that we all need to take personal responsibility to protect ourselves and others. Over a 2-year period, we have struggled to protect ourselves. For a faster recovery, we must continue to protect ourselves. After all, recovery means that we must take time to heal. We need to catch our breath. We need to form new strategies. We need to think of how we move beyond our differences. We need to prioritize the people and the things in our lives
We need to repair trust amongst each other. This is going to take time. It's going to take effort. And above all, it's going to take stamina. Going back to the topic of CSW and addressing the changing world of work, the workplaces of the past will need to adjust too. The workforce is returning after turmoil and instability. How will we receive the next generation of workers? How are we going to care for them? How will we treat them? The labor force expects more. Every side wants to profit, whether they are employers or employees. Women who stayed in the workforce during the pandemic saw how essential their work really was and why. They will rightfully expect that their pay match this important work. If we call their work essential, then we cannot continue to treat them as insignificant. Women are finally in a strong position to mandate that they be treated fairly. What they are truly worth must be reflected in their paychecks. This is the moment in time when women will attain their equal place in the changing world of work as we recover from this pandemic. So care for yourself, yes. Know that you're sheltering others while you're defending yourself. And remember that this pandemic has indisputably proven your worth to assume your equal economic position in the changing world of work. Trying to prove your worth was a thing of the past, not of the present, and most definitely not of the future. Thank you. Thank you very much, Jenny. I like how both you and Mrs. Mandayan talked about mental health. And I think it's undeniable that everyone's mental health has been affected one way or the other. So I know Mrs. Mandayan mentioned it in the context of entrepreneurship for women, but just in general, the pandemic has certainly reminded all of us that it is absolutely key and it starts there. And then in terms of the remuneration, I think the topic is coming back. I mean, it's wonderful to have a great position or for people to tell you you're essential. Well, great, I'm glad to be essential. I should be paid accordingly. So those are really great topics. Maybe the last question, and we'll move on to our second panel. So I'm just going to go back to Mrs. Monod. J'avais une dernière question pour vous. Je sais que vous siégez tant sur le conseil d'administration de Women in Film and Television International que sur le chapitre québécois, Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Je me demandais, est-ce que vous constatiez qu'il y avait des nuances dans les enjeux qui sont soulevés à l'international versus national versus local? Malheureusement, non. En fait, les enjeux sont les mêmes, mais à des échelles différentes. Alors, c'est sûr qu'il y a, par exemple, sur le conseil d'administration de WIFTI, de Women in Film and Television International, il y a des femmes qui viennent de pays où cette industrie-là est encore à ses débuts, est encore à développer. Donc, elles ont une très, très grosse pente à remonter pour faire leur place. Des pays également où, hommes ou femmes, la liberté d'expression n'est pas nécessairement mise de l'avant. Donc, quand on parle de femmes qui créent des films, des contenus, c'est sûr qu'elles n'ont pas la liberté de parole que l'on peut avoir ici ou de l'autre côté de l'Atlantique. Mais les enjeux de façon macro demeurent les mêmes, c'est tout simplement le droit de travailler, le droit d'avoir un emploi dans le secteur qui nous intéresse, d'être rémunéré à sa juste valeur pour ça.
d'avoir du financement pour son entreprise de création de contenu, de pouvoir espérer une progression de carrière, etc. Donc tout ça, sur ce conseil, il y a des Suédoises, des Allemandes, des Pakistanaises, des Kenyanes, et on vit vraiment les mêmes, on partage les mêmes choses à différentes échelles. Mais c'est là où je sais que le mot a été prononcé à plusieurs reprises aussi de mentorat, de réseau, et c'est là où des réseaux comme BPW ou FCTMN prennent toute leur importance. C'est cette capacité à s'entraider, à s'ouvrir des portes. Vous savez, récemment, il y a un journal, j'ai lu dans un article, c'est un journal américain, où les femmes entrepreneurs en ont ras-le-bol du mentorat. Ils disent, on n'a plus besoin de se faire prendre par la main par des hommes pour nous dire comment mener nos entreprises. On veut juste l'argent pour les faire, parce qu'elles sont souvent plus diplômées, plus qualifiées. Donc, je mettrai un petit bémol au mentorat dans peut-être parfois une conception un peu paternaliste qu'on peut lui donner. Mais pour ce qui est d'avoir des réseaux d'entraide et des opportunités de s'ouvrir des portes, que ce soit au niveau de WIFTI ou de FCTMN ici au Québec, c'est la force de ces réseaux-là. Merci beaucoup. Merci à chacune d'entre vous pour votre rapport et vos exemples concrets. Je pense que c'est ce dont on a besoin pour avancer. Vous avez tous soulevé plein de beaux exemples. Je pense qu'on peut déjà, chacune d'entre nous, repartir aujourd'hui avec, comme le disait Mme Monod, des exemples qu'on peut s'inspirer les uns des autres entre la France, le Canada, entre différentes industries, entre le niveau fédéral, peut-être le niveau provincial. On est tous là pour progresser dans la même direction en faveur d'une meilleure égalité. Passons maintenant à notre second panel. I'd like to introduce our second panel. The topic is the role that men can play in the advancement of gender equality. We all agree that allyship is key, and it's pretty refreshing for us to get to speak with two men who are actively involved towards this cause. J'invite donc le directeur régional aux droits des femmes et à l'égalité des femmes-hommes de la région du Grand Est, ministère délégué chargé de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, M. Denis Roth-Fichet, et M. Éric Paquette, cofondateur de l'Institut de leadership en gestion. Alors, je sais que le temps file, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, M. Roth-Fichet, vous avez indiqué dans un entretien qu'être féministe, c'est être radicalement pour l'égalité. Ce n'est pas un combat contre les hommes, comme voudraient peut-être nous convaincre certains masculinistes, mais bien un combat de société dans lequel les hommes ont tout autant à gagner. Alors, je me questionne, comment peut-on s'assurer que plus d'hommes aient une vision positive du féminisme et décident même d'être des acteurs de changement? Je voulais juste peut-être préciser que le positionnement quand même des hommes au sein du mouvement féministe n'est pas toujours très évident, et un de vos compatriotes, le professeur Francis Dupuy-Derry, dans un petit guide dont je vous conseille d'ailleurs la lecture, de Disempowerment pour hommes pro-féministes, avait parlé d'une sociologie d'un engagement improbable. Donc c'est quand même quelque chose, un positionnement qui est délicat, et j'y reviendrai probablement tout à l'heure, sachant que, et ça c'est un des deux préalables pour répondre à votre question, hein, de savoir comment on peut s'assurer que les hommes ont une vision plus positive pour être eux-mêmes acteurs du changement. Permettez-moi de dénoncer deux convictions personnelles. La première conviction, c'est qu'il ne suffit pas d'affirmer qu'on est féministe pour l'être. Et je pense d'ailleurs qu'il faut se méfier d'un tel féminisme déclaratif, car être féministe, c'est aussi être lucide, et ça, je pense que c'est important pour les hommes, sur le fait que les logiques sexistes nous dépassent et qu'il est impossible d'y échapper complètement à l'échelle individuelle. D'où la nécessité de s'auto-contrôler régulièrement, et je peux vous assurer que je le fais, et je me surprends encore à avoir parfois des comportements limites, sinon sexistes. Ça, c'est le premier point qui me semble important en préalable. Et le deuxième point qui devrait d'une certaine façon aussi nous rassurer, qui va donner aussi les axes de travail, c'est qu'on ne naît pas masculiniste au sens où d'une idéologie de domination masculine sur les femmes, on le devient. C'est un peu la société qui nous y amène.
Donc, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Donc, si on veut s'assurer pour reprendre votre expression, Tara, dans notre préparation, du shift mental, hein, de mentalité, pour reprendre votre expression, il faut travailler, à mon sens, sur 2 axes principaux. Le premier axe, il est éducatif. Je ne pense pas qu'on le décrétera du jour au lendemain. Agnès Bricard a parlé beaucoup de lois et je pense qu'effectivement, c'est nécessaire, hein, pour obliger. Mais si on veut vraiment un changement de mentalité, il va falloir qu'on travaille au plus près au niveau de l'éducation et notamment, alors je sais que c'est très ambitieux ce que je vais dire là, c'est retravailler le modèle masculin, redéfinir les critères de la masculinité, déconstruire les critères genrés et les stéréotypes genrés. Donc, tant qu'on valorisera, je force nécessairement le trait, mais je pense que c'est important, tant qu'on valorisera l'image de l'homme super puissant en tout temps et en tout lieu, je pense qu'on n'arrivera pas, on reproduira systématiquement un modèle de domination de nos sociétés. Voilà. Alors, bien sûr, on m'oppose souvent, j'apporte tout de suite le contradictoire, on me renvoie souvent à une crainte de l'uniformisation des sexes, hein, mais je ne pense pas que prôner l'égalité homme-femme ou femme-homme pousse à l'androgynie, au contraire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième axe, et je m'en tiendrai vraiment à 2 axes, et je pense que c'est important, c'est de montrer à l'homme qu'il a un intérêt dans cette affaire. Parce que si on part dans une logique gagnant-perdant, je pense qu'on va retomber sur des schémas d'opposition avec des crispations importantes. Donc, quel est cet intérêt? Alors, il ne faut pas non plus être complètement candide. Agnès Bricard a parlé de la loi Sauvadet. Bien sûr, la loi Sauvadet, qui donc vise à féminiser davantage les postes supérieurs. Forcément, si vous étiez un dispositif 30% hier, vous voulez monter à 40, 50%, forcément, autant le dire, il y aura des générations sacrifiées. Et c'est souvent ce qui m'est donné par des générations qui devaient normalement être promouvables et qui, du coup, ne le sont pas. Donc, il est important qu'on puisse travailler sur d'autres cursus professionnels, peut-être pas centrer toute la carrière sur un cursus managérial, mais peut-être sur des cursus d'experts qui peuvent autant apporter dans l'entreprise. Mais sincèrement, c'est un point sur lequel il faut travailler. Un deuxième point, mais je n'ai pas pu énoncer ce que je faisais. Vous l'avez évoqué, hein, c'est sur les articulations de temps de vie. Je suis très sensible à ces articulations de temps de vie parce que, bien sûr, elles profitent aux femmes, notamment l'organisation de réunions, ce genre de choses qui profitent aux femmes, mais sachez que beaucoup d'hommes aspirent à éduquer leurs enfants, beaucoup d'hommes aspirent à avoir, et on le voit avec la Finlande, hein, qui a mis en place des dispositifs de congé de paternité. Je pense que tout le monde a y gagné. Et si on arrive à faire cette démonstration qu'au bilan, tout le monde y gagne et qu'on n'est pas pénalisé sur le plan professionnel ou éventuellement on peut arriver à un équilibre et aller davantage d'égalité. Ça, c'est les 2 axes que je voulais développer. C'est des très bons points. Puis juste pour revenir sur votre premier point, on a tous des biais inconscients, puis on en est toujours surpris. Mais c'est important de le reconnaître. Je pense que ça commence là. Ça, c'est vraiment la première étape dans toute discussion de diversité puis d'inclusion. C'est la prise de conscience autant pour les femmes que les hommes, que tout le monde sur différents sujets. Donc, c'est rafraîchissant d'entendre ce type de discussion dès le début. Puis, c'est sûr que c'est une question complexe pour les hommes de se positionner. Et je pense que ça sera toujours un travail en continu. Au niveau de l'éducation, ça paraît pour moi un des points les plus importants. C'est sûr qu'il faudra être patient. Partir de l'éducation des garçons, on est encore dans des générations à venir, mais il faut bien commencer quelque part. Puis je pense que c'est un des endroits les plus importants. Le dernier point, quand vous mentionnez l'aspect gagnant-gagnant, personnellement, j'avais parlé avec un mentor à un moment donné qui m'a dit que la cause de la femme lui a paru pertinente ou l'a interpellé le jour où il a eu une fille. Donc, il est devenu papa d'une fille. Puis, il s'est rendu compte qu'il aspirait pour sa fille à tout plein de choses que peut-être elle n'aurait pas eu accès autrement parce que la société estimerait qu'elle n'aurait peut-être pas les mêmes chances que s'il avait eu un garçon. Je pense que c'est des fois même cette touche personnelle qui peut nous permettre de nous sentir concernés et de nous permettre de travailler à ce sujet. Alors, je me tourne vers M. Paquette.
je vais vous poser une des questions. Alors, je sais que vous avez cofondé l'Institut de leadership en gestion, dont l'objectif est d'offrir des cours pour former des leaders. Alors, je me demandais comment vous assurez qu'il y ait une certaine représentativité des femmes dans vos programmes et quelle est aujourd'hui la proportion des participantes au programme qui sont des femmes. Bon, d'abord, merci Tara, merci à BPW de nous faire une place. Hein. Je sais que c'est la journée internationale des droits des femmes, mais c'est bien, je pense, d'inviter des hommes. On pourrait peut-être en reparler plus tard. En fait, pour ce qui est de nos programmes, on a fondé l'Institut en 2013 et donc depuis maintenant presque 10 ans, il y a une évolution. Il y a eu une évolution. Quand on a débuté, c'était environ un tiers de nos groupes qui étaient composés de femmes. Il faut dire aussi qu'on est une institution où on forme des professionnels, des gens qui veulent améliorer leur qualité de leadership et aussi de leur qualité de management. Donc, on se le faisait dire. Pour être honnête, là, les femmes participantes disaient qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Nos invités, parce qu'on a des invités de renom qui viennent, une ancienne première ministre, entre autres, Mme Marois, qui vient faire des discours lors de la formation. Bon, d'autres femmes aussi. Je me souviens que Mme Marois là, comptait le nombre de femmes qu'il y avait dans le groupe. Puis là, elle me disait, Éric, qu'est-ce qui se passe? Là? Comment ça qu'il n'y a pas plus de femmes? Et puis ça me fait prendre conscience que peut-être qu'on ne parlait peut-être pas suffisamment aux femmes lorsqu'on faisait la promotion. Et donc, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est à 50-50, puis même dans les dernières, là, je n'ai pas les statistiques des derniers 6 mois, puis je pense que les femmes sont maintenant un peu supérieures aux hommes. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas, peut-être que je peux vous expliquer un petit peu c'est quoi nos démarches, qu'est-ce qu'on a fait, parce qu'on n'a pas simplement rien fait. Là. Je pense qu'il y a une raison, là, au lieu de juste se faire dire il y a moins de femmes. Mais on a consulté, puis je suis entouré d'une équipe de femmes déjà en partant. Les coordonnatrices sont majoritairement toutes des femmes. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi à qui enseignait. Tu sais, Madame Monod, tantôt, parlait de l'importance des équipes, puis on parlait des arts visuels, puis du cinéma, mais c'est la même chose, hein, même dans l'enseignement. Donc, ça prend des modèles. Donc, les conférencières, les formatrices, on a ajouté, là, on s'est assuré qu'il y ait au moins la moitié, 50-50, que ce soit des formatrices, parce que le contenu aussi, on a adapté certains contenus qui parlaient peut-être plus aux femmes. C'est des petits gestes comme ça qu'on a fait qui a fait en sorte, en tout cas à mon avis, là, il y a peut-être autre chose aussi qui explique ça d'un point de vue plus de culture ici des affaires au Québec. Mais il y a ces petits gestes-là qui, d'après moi, a porté fruit. Ceci étant dit, là, on est rendu à se poser la question sur la diversité parce que là, c'est un autre problème, c'est un autre enjeu, mais qui me fait penser quand même à l'enjeu des femmes. C'est la prochaine bataille. On parle de diversité au-delà des genres, mais vous avez peut-être déjà un modèle que vous pouvez suivre. Je pense que c'est des exemples très concrets, d'avoir des exemples, des modèles, du contenu, revisiter le tout pour que ça parle autant aux femmes ou autant aux autres membres de la diversité sur lesquels vous devez maintenant vous pencher. Je me retourne vers M. Rod-Fichet. Alors, je sais aussi que vous êtes personnellement très actif. Si on vous regarde votre profil, c'est impressionnant, toute votre carrière et le fait que vous l'ayez tant dédié, si on veut, à l'égalité des genres. Alors, au jour le jour, de quoi aurait l'air votre rôle d'allié? Puis de quoi aurait l'air le rôle d'allié d'un homme qui peut-être ne souhaite pas forcément y dédier sa carrière, mais souhaite quand même avoir un impact au jour le jour? Je pense qu'à titre personnel, hein, si vraiment j'ai quelque chose à faire, c'est vraiment coordonner les politiques publiques. Hein, c'est vraiment mon rôle sur le territoire. Et c'est vraiment coordonner les politiques publiques en matière d'égalité. Et souvent, alors, je ne sais pas si c'est une spécificité franco-française de l'administration, mais souvent, c'est un problème de lien entre les institutions. Nos institutions travaillent encore énormément en silo. On parle beaucoup de travaux interministériels, mais dans les faits, on constate que ça reste encore des points de blocage très importants. Donc, il est important de pouvoir travailler de façon collégiale pour pouvoir avoir une action beaucoup plus forte. Enfin, ensemble, on est plus fort, et je pense que ça, c'est fondamental. Et du coup, je pense qu'aussi, ça c'est peut-être le deuxième point sur lequel j'interviens,
J'interviens également à titre personnel sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et je pense qu'il est important, parce que ça c'est quelque chose qu'on a notamment constaté dans le cadre des consultations qu'on a faites il y a quelques années. On constate que, notamment après les révélations MeToo, beaucoup d'hommes, alors je suis pas complètement dupe, je sais qu'il y a une part il n'y a pas nécessairement systématiquement une réalité, mais beaucoup d'hommes ont dit « je ne savais pas ». Alors peut-être qu'ils ne savaient pas, mais en tout cas, ils n'entendaient pas. Ils n'avaient pas entendu qu'il pouvait y avoir autant de violence, autant de discrimination. Et je pense qu'il est important de sensibiliser et de former également les hommes sur ces questions. Je ne pense pas qu'en tant qu'homme, on prenne systématiquement conscience de toutes les discriminations dont peuvent être victimes les femmes. Parce que pour nous, il y a un certain nombre de choses qui nous paraissent, alors je ne sais pas s'il faut dire évidentes, complètement, comment dirais-je, conscientisées. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est aussi important d'aller faire prendre conscience. Et moi, j'ai vu sur de jeunes générations qui me disaient « je ne pensais pas que c'était aussi grave que cela ». Alors, je ne suis pas dupe, je sais que certains ont tenu ce discours en disant, alors qu'ils savaient, mais d'une manière générale, je pense que globalement, les gens ne savaient pas complètement ou n'entendaient pas, parce que c'est des choses qu'on peut entendre et ne pas écouter. Hein. Donc voilà, ça c'est sur le plan au niveau de ma mission. Si en revanche, en tant qu'individu, sans pour autant y dédier sa carrière, je pense qu'il faut avoir une position pas nécessairement trop importante, mais je pense qu'il est important de respecter et de faire appliquer le droit. Ça, alors c'est peut-être le juriste qui parle en moi, hein, mais respecter, faire appliquer le droit, rappeler la règle quand vous êtes manager sur un certain nombre de ce qui est possible, ce qui est toléré, ce qui n'est pas tolérable. On a beaucoup agi, on travaille beaucoup actuellement sur les agissements sexistes dans l'entreprise. Donc, c'est des choses qui me paraissent importantes. Et un point que j'évoquais tout à l'heure, attention, nous autres hommes, on a tendance à vouloir tout expliquer. Donc, ne jouons pas les sauveurs, soyons à l'écoute et évitons le mansplaining. Je pense qu'on aura fait un gros travail là-dessus. C'est un très bon point, puis je pense que c'était un petit peu mentionné par Mme Monod tout à l'heure sur la question du mentorat. Là, je pense que ça revient aussi au point que vous disiez, c'est très difficile parfois pour un homme de vouloir contribuer sans forcément se mettre en position de suggérer qu'il a peut-être une meilleure connaissance ou que la femme en question a besoin de son aide. Donc, c'est très délicat comme balance. Je pense qu'il faut parfois juste être ouvert et le dire tout simplement en disant je suis là pour aider, quelle serait la meilleure façon de le faire sans assumer que une femme a forcément besoin d'être guidée ou se faire expliquer des choses. Mais je pense que sur votre point, qu'il faut que les hommes se mettent à la place des femmes pour comprendre un peu les micro-agressions qu'on peut vivre, qu'on ne réalise pas parfois. Peut-être aussi que les femmes doivent se mettre dans les chaussures des hommes pour comprendre que des fois, c'est difficile pour eux de trouver leur place dans ce débat. Tant qu'un homme a des bonnes intentions d'apprendre puis de s'améliorer, je pense que c'est ce qui compte. On va finir sur une dernière question. Je suis vraiment désolée, le temps a filé. Alors, Monsieur Paquette, vous êtes aussi un allié au jour le jour. Quelles sont vos actions? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour pouvoir jouer un rôle comme un allié masculin? Une des choses, puis j'ai bien entendu Mme Monod aussi, là, je suis, en tout cas, je pense que je suis le seul membre de BPW Montréal comme homme. Mais ceci étant dit, juste revenir, là, je sais que c'est la dernière question, je sais que le temps presse, mais je trouve ça tellement important ce que Denis, vous dites, puis c'est venu vraiment me chercher parce que je pense que c'est là les alliés, là, si vous voulez avoir les alliés, je pense qu'il faut continuer à sensibiliser les hommes à la cause et ne pas prendre pour acquis que les hommes connaissent. Je me suis tellement retrouvé dans ce que vous avez dit, Denis, que, en fait, des gens comme moi, là, que je me considère comme féministe, je ne croyais pas à la nécessité d'avoir un programme de femmes leaders. Je ne croyais pas nécessairement à cette nécessité-là. Je croyais à la nécessité d'avoir plus de femmes dans mes groupes, mais pas d'avoir des initiatives comme ça. Je me dis, pourquoi séparer? Alors, je vous le dis très humblement, là, de façon très candide, mais
je suis une preuve vivante que j'ai dû cheminer, puis j'ai été sensibilisé par des femmes, comme par ma conjointe, par mon équipe, par des gens qui m'entourent. Donc, je pense qu'il y a un message, là, parce que je sais que le temps presse, mais s'il y a un message, c'est que ne prenez pas les hommes pour acquis dans le sens, les microagressions. Je pense que MeToo, je suis tout à fait d'accord là, avec monsieur, là, que MeToo nous a vraiment sensibilisés à la cause. Donc, ce que je fais, je consulte, je fais ce qu'on apprend hein, aux leaders, je consulte mon équipe, je donne la place. Je pense que les entreprises doivent avoir une place pour les femmes, puis déjà reconnaître que le combat que les femmes mènent n'est pas gagné. On le voit, les statistiques, on se dit au Canada, une société très égalitaire, alors que c'est 25% des postes de haute direction qui sont occupés par des femmes encore aujourd'hui. Là. Donc, il y a encore du chemin à faire. Puis on a l'impression, en tout cas comme homme, on n'est pas conscientisé à cela. Puis je suis tout à fait d'accord avec mon collègue. Là. Je ne pense pas qu'on va s'obstiner aujourd'hui. Non, je pense que c'est un bon point. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas écouter, c'est sûr, mais il y a des gens qui ne le savent tout simplement pas de bonne foi. Et là-dessus, je pense qu'on est tous susceptibles d'apprendre. Donc, tant qu'on le reconnaît, puis qu'on va chercher de la formation, puis qu'on se renseigne, on va tous s'améliorer au fur et à mesure. Alors, merci encore à vous. Vous avez des alliés potentiels dans toutes les organisations. Il faut les cibler. Laissez faire il y a des gens qui, je suis tout à fait d'accord, qui sont pas récupérables, disons-le, mais vous avez des alliés. Je pense que les hommes doivent faire partie de la solution. C'est le message final. Certainement. Puis c'est le message qu'on voulait envoyer aujourd'hui de notre part de BPW. Puis comme vous le dites aussi, on parle de diversité des genres, mais diversité de manière générale, ce sont les mêmes enjeux souvent, puis on a plus de chemin encore à faire, mais tout le monde doit se sentir concerné, puis tout le monde peut vraiment avoir un rôle à jouer. Puis parfois, c'est peut-être aussi de demander aux gens de jouer un rôle, puis ils seront prêts à le faire. Donc, ne pas hésiter peut-être de la part des femmes aussi à aller chercher des alliés hommes et à ne pas penser que seules les femmes peuvent être leurs alliés. Alors, merci encore à tout le monde. Je vais arrêter tout de suite avant que Louisa nous raccroche dessus. Non, c'est tellement inspirant, c'est vraiment, puis je remarque depuis tantôt que je me suis dit, je sais qu'on a débordé un petit peu, mais les gens sont encore là. Merci d'être avec nous. Je pense que, bon, si c'est encore là, sont vraiment parce qu'ils ont trouvé autant que moi inspirant toutes ces conversations. Puis, c'est pas parce que c'est la journée de la femme, c'est maintenant qu'on a toutes ces discussions-là puis qu'on arrête là. C'est bien au contraire. On essaie ici, chez BPW Montréal, d'aider les femmes, de les outiller, de les inspirer, continuer à nous suivre. Et j'ose espérer qu'on va vous revoir à notre prochain événement. Merci beaucoup. Au revoir.